Donc, on reprend un petit peu notre Meet the Experts, les conférences que nous avions fait à l'occasion du Covid. Et on commence aujourd'hui par notre ami le professeur Omar El Mokhtar. Euh, donc, il va nous parler un petit peu du PAVI, du plan santé de remplacement 2024. C'est un petit peu l'un des précurseurs du PAVI en Algérie. Donc, il va nous essayer de voir les différents aspects de ta vie. À toi. Merci, professeur Bafeda. J'ai l'honneur d'ouvrir le bal de cette saga de Meet the Expert pour cette saison. J'espère qu'elle sera très riche en enseignement et euh, post-universitaire et qu'elle va avoir une réussite. Donc, je suis content de parler du TAVI parce que c'est un sujet qui me passionne et que c'est un sujet quand même à l'actualité, à la pointe de la cardiologie des dernières années. Donc, on va parler un petit peu pour démystifier pour les plus jeunes, puis après, on va parler des quelques nouveautés, des challenges qui nous attendent dans les prochaines années. Donc, un peu d'historique. Le TAVI a commencé en 2002. C'était Alain Cribier. Puis après, il y avait des indications un petit peu compassionnelles jusqu'à aux années 2010 où on a commencé à faire des études sur le haut risque chirurgical. Quand ça a marché, on s'est attaqué au risque intermédiaire et dernièrement, à partir de 2019, au bas risque, avec essentiellement deux études. L'étude Partner 3 euh, avec la valve Edwards et l'étude Evolute Low Risk avec la valve de Medtronic, la valve Evolute. Donc vous voyez que c'est pratiquement le même design des études, la même population, un sujet âgé aux alentours de 75 ans avec un risque STS de 1,9 en moyenne. Le critère principal, c'était le composite avec décès, AVC et réhospitalisation à un an. Et les deux ont montré à peu près les mêmes résultats avec une supériorité du TAVI par rapport à la chirurgie. Ça, c'était drivé essentiellement par les réhospitalisations, mais quand on voit aussi la mortalité globale et les AVC, il y avait quand même une tendance à des résultats meilleurs pour le TAVI, que ce soit avec la valve auto-expandable ou à la valve sur balle. Ce qui a incité les recommandations de 2021 de l'ESC à mettre le TAVI dans les recommandations pour les patients à bas risque chirurgical. Donc, quand vous voyez les recommandations, bon, ici, dans la décision thérapeutique, si vous avez un patient de plus de 75 ans ou un patient qui a un risque chirurgical élevé, il y a la possibilité d'un TAVI transfémoral. C'est important parce que le transapical, c'est une méthode qui a beaucoup de complications et qui est actuellement abandonnée. Les autres voies, il n'y a pas assez d'études. Si je parle des voies axillaires, par exemple, ou la voie carotidienne, où il n'y a pas assez de patients pour démontrer sa supériorité par rapport à la chirurgie. Donc, quand on peut faire un TAVI par voie transfémorale, dans ces cas-là, on part directement sur un TAVI. Chez les patients de moins de 75 ans avec un risque chirurgical bas, c'est plutôt une chirurgie. Dans les autres patients, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas ni au premier ni au deuxième groupe, c'est une discussion entre TAVI et chirurgie. Alors, vous voyez un peu le changement de paradigme.
Avant, on parlait de risque chirurgical. Maintenant, on parle essentiellement de l'âge en premier. Et puis après viennent les autres facteurs, soit les facteurs anatomiques et le risque chirurgical. Pourquoi l'âge de 75 ans? Tout simplement parce que dans les études, le TAVI a fait mieux que la chirurgie indépendamment du risque chirurgical, c'est-à-dire quel que soit le risque chirurgical du patient, quand ils ont plus de 75 ans. Vous voyez, vous avez vu tout à l'heure que les études, c'était aux alentours de 74 ans. Après, chez le patient plus jeune, il se pose d'autres problèmes, essentiellement le problème d'accès au coronaire, puisque les personnes qui ont moins de 75 ans ont une espérance de vie plus importante, donc une probabilité d'intervenir sur le coronaire qui est plus importante. Et on sait que ces valves peuvent gêner l'accès au coronaire et surtout la durabilité des valves TAVI qui ne peut être, à mon avis, très importante, c'est-à-dire plus de 10 15 ans, puisque avec tout le recul qu'on a avec les valves chirurgicales depuis des années, on n'a pas pu faire une longévité des valves biologiques très importante. Donc, les sujets jeunes vont avoir certainement besoin d'une TAVI Redux et c'est pas aussi simple que ça. Alors, vous voyez toujours dans les recommandations par rapport à 2012, le patient en rouge ici, il est inclus dans la ART Team et il y a plus de patients qui vont avoir de TAVI que de chirurgie vu l'extension des recommandations. Vous voyez quand même une chose importante qui est citée dans les recommandations de 2021, que l'implantation de la valve TAVI doit être faite dans un centre où il y a de la chirurgie cardiaque et ils insistent surtout sur la heart-team. Alors maintenant, quelles sont les valves qui sont disponibles? C'est important de connaître le matériel avec lequel on travaille, les avantages et les inconvénients de chaque type de valve pour pouvoir choisir le meilleur device pour notre patient. Donc, globalement, il y a deux types, les valves sur ballon et les valves auto-expandables. Les valves sur ballon, il y a les anciennes générations. Les actuelles, c'est le Sapien 3, le Sapien 3 Plus et la valve chinoise, la valve indienne qui est disponible en Algérie, c'est la MyValve. Après, pour les valves auto-expandables, il y a plusieurs, il y en a plein. Alors, celle dont on dispose, c'est les Evolute de chez Medtronic et l'Accurate Neo 2 de chez Boston. Après, il y a la Hydra qui va rentrer en Algérie. Elle est en cours d'importation par par les laboratoires. Et puis après, en dernier, vous avez des valves un petit peu intermédiaires. Elles sont auto-expandables, mais les valves, elles sont supraannulaires. Parce que pour la plupart des valves auto-expandables, elles sont supraannulaires. C'est-à-dire qu'elles s'implantent au niveau de l'anneau, mais la valve en elle-même, hein, les cuspides, si vous voulez, biologiques, elles sont au-dessus du plan de l'anneau, elles sont supraannulaires. Ça leur confère certains avantages qu'on va voir tout à l'heure. Mais celle-là, comme la Navitor, la plus connue de chez Abbott, elle s'implante d'une manière auto-expandable, mais la valve, elle est intra-annulaire. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients? Pour les valves sur ballon, il y a un meilleur accès au coronaire parce qu'elles ne sont pas très hautes et moins de troubles conductifs. Pour les valves auto-expandables, moins de mismatch puisque les cuspides sont supraannulaires, donc il y a beaucoup plus d'espace, il y a moins de mismatch, les gradients sont meilleurs que les valves sur ballon.
et il y a moins de risque de rupture de l'anneau. Parce que quand on pose la valve sur ballon, on va gonfler un ballon d'une manière un petit peu hard et on risque de rompre l'anneau à ce moment-là. Donc, on choisit pour les valves sur ballon les patients qui ont des troubles conductifs de base. Si vous avez un patient qui a un bloc gauche, un bloc droit par exemple, vous savez, quand on implante, on risque de provoquer un bloc gauche et donc un BAV complet, une nécessité d'implantation d'un pacemaker. Donc, avec les valves sur ballon, il y a moins de troubles conductifs. Et en cas où les coronaires sont basses, pour ne pas les occlure, les valves sur ballon sont plutôt intéressantes. Pour les valves auto-expandables, si vous avez un petit anneau, vous savez quand il y a un petit anneau, on a un risque de mismatch si on met même une valve chirurgicale, hein, si on ne fait pas d'élargissement de l'anneau. Donc, moins de 23, il y a un risque de mismatch et donc c'est intéressant de mettre une valve auto-expandable. Et quand il y a des calcifications du LVOT où il y a un risque de rupture de l'anneau. Alors, les challenges actuels, quels sont les challenges en 2024? Vous avez la durabilité de la valve TAVI. Finalement, quand on voit dans les études, au début, on parlait d'une éventuelle durabilité moindre par rapport aux valves chirurgicales, mais non. L'étude de Notion, c'est la seule étude un petit peu randomisée, prospective, si vous voulez, qui a montré que la durabilité, elle est aussi bien, voire même meilleure que les valves biologiques chirurgicales. Je pense que c'est difficile de faire mieux. Euh, et la possibilité, c'est-à-dire, on va avoir certainement besoin d'un TAVI, une TAVI chez les patients jeunes. Et donc, c'est de ça que ça va dépendre un petit peu l'extension des indications pour les sujets jeunes. Donc, la possibilité de faire un TAVI dans un TAVI, plus que d'essayer d'extendre la durabilité de la valve, chose qui est pratiquement très difficile à avoir vu l'expérience avec les valves biologiques chirurgiques. Alors, deuxième problème, c'est l'accès au coronaire. On sait que pratiquement 40% des patients qui ont besoin d'un TAVI ont une pathologie coronaire, donc ils peuvent avoir besoin d'une angioplastie durant leur suivi. Et vous voyez, quand on met une valve, il y a les piliers, il y a trois piliers qui peuvent, si ces piliers se posent en face de l'ostium coronaire, on peut avoir un problème d'accès au coronaire et on peut avoir des difficultés à réaliser des angioplasties. Alors, d'où l'idée, est-ce qu'il faut fixer le problème des coronaires avant de mettre la valve TAVI? C'était le raisonnement initial quand on a commencé à faire les TAVI. Et donc, il fallait évaluer les coronaires. Et on se posait la question comment les évaluer. Est-ce que par une coronarographie, est-ce que par un coroscanner, une FFR, une IFR? Et récemment, il y a eu un consensus qui a été publié dans EuroIntervention en 2023 qui nous dit que le gold standard reste la coronarographie. On peut utiliser le scanner quand on a des patients à faible risque cardiovasculaire. Je ne vois pas des patients qui vont recevoir un TAVI qui sont à faible risque cardiovasculaire. Franchement, c'est une indication plutôt exceptionnelle. Et ils disent que pour l'instant, la physiologie coronaire, il faut attendre un peu les études parce que l'existence d'un RAC va un petit peu compliquer l'interprétation des résultats de la FFR et de l'IF. Maintenant, on a fait la coronarographie.
qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut revasculariser? Est-ce qu'il ne faut pas revasculariser? Là, c'est un grand débat. Donc, quand on voit ce registre France 2, c'est un registre TAVI français relativement ancien où on n'a pas traité les patients, on n'a pas fait d'angioplastie parce que souvent c'était des patients très âgés, c'était la première génération de TAVI. Donc, on voit ici que si le patient il est multitronculaire ou monotronculaire, il n'y avait pas vraiment de différence en termes de survie. Donc, ce qui euh, sous-entend que traiter les coronaires n'est probablement pas bénéfique. Bon, ça sous-entend, je dis bien ça sous-entend. Sauf pour l'interventriculaire antérieur où la mortalité était plus élevée quand il y avait une atteinte de l'interventriculaire antérieur. Ça peut indiquer que probablement il faut revasculariser l'interventriculaire antérieur. Bon, ça, c'est un registre, c'est pas non plus une étude randomisée. Il y a l'étude Activation, qui est une étude randomisée, qui a comparé euh, ne rien faire, c'est-à-dire traitement médical, par rapport à une angioplastie si il y a une lésion de plus de 70%. Et vous voyez que c'est une étude de non-infériorité de l'angioplastie par rapport au traitement médical. Bon, c'est un design un petit peu bizarre. On aurait plutôt imaginé la non-infériorité du traitement médical par rapport à l'angioplastie, mais ça a été fait dans l'inverse. Et on voit qu'il n'y a pas de différence significative en termes d'événements cardiovasculaires quand on revascularise par rapport au traitement médical. Au contraire, il y avait plus d'événements hémorragiques. Donc ça, cette étude était plutôt négative, plutôt ne rien faire, ne pas revasculariser. Certes, cette étude a exclu le tronc commun. D'accord? Donc, le tronc commun n'a pas été un critère d'exclusion. Récemment, pour ceux qui ont assisté au TCT, ils ont peut-être assisté à cette étude de la semaine dernière qui a été publiée dans New England, qui est Notion 3, qui a randomisé les patients entre traitement médical ou bien une angioplastie quand il y a une lésion très serrée angiographiquement, c'est-à-dire supérieure à 90%, ou bien une ou bien une FFR positive. Bien que la FFR dans le RAC, c'est encore débattu, mais cette étude, c'était comme ça. Et on a montré la supériorité quand on fait une angioplastie par rapport à un traitement par médical euh, après ta vie. Donc, c'est un petit peu compliqué, c'est pas encore très clair, est-ce qu'il faut revasculariser ou pas? Les études sont un petit peu discordantes. Alors, maintenant, se pose une autre question. Si on revascularise, c'est quand? Parce qu'il y a plusieurs euh, possibilités. On fait en deux temps. On fait une angioplastie et puis après un TAVI. On peut faire en même temps l'angioplastie et le TAVI. On peut faire aussi l'angioplastie après le TAVI. Donc, les avantages, bien sûr, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Donc, les avantages d'une angioplastie avant, c'est pardon, c'est d'avoir moins de risques d'ischémie quand on met la valve TAVI. L'avantage de faire en même temps, c'est d'utiliser la même voie d'abord. Et l'avantage de faire après, c'est surtout quand il y a des lésions très complexes, ça permet de les faire dans des conditions hémodynamiques meilleures. Bon, les inconvénients, c'est un petit peu l'inverse. Quand vous avez quand vous voulez faire une angioplastie, avant, vous ne pouvez pas
faire de l'IFR et de la FFR, puisque pour l'instant, ce n'est pas vraiment validé quand il y a un rétrécissement aortique associé. On ne sait pas vraiment interpréter la FFR en présence d'un RAC. Pour les gestes combinés, c'est plutôt l'utilisation de beaucoup de produits de contraste et ça montre qu'il y a plus de lésions rénales en plus de la nécessité de DAPT pendant l'intervention, ce qui augmenterait les bleeding, les hémorragies. Alors, il y a eu quelques registres. Ça, c'est un registre qui a été publié en 2022 qui a montré que faire une angioplastie après le TAVI était associé à moins d'événements, que ce soit l'angioplastie est simple ou bien complexe. Donc, c'est une autre vision. Euh, ça ouvre une autre voie. Peut-être que le meilleur timing de l'angioplastie, c'est après. Il y a un autre registre aussi qui a été publié dans Catheterization l'année dernière et qui a montré qu'en termes de mortalité, il n'y avait pas vraiment de différence entre ne rien faire, faire une angioplastie en même temps que le TAVI et faire une angioplastie après, c'est-à-dire stepways, en deux étapes après le TAVI. Donc, vous voyez que ce n'est pas aussi clair que ça. Que ce soit le timing, que ce soit le fait de faire ou ne pas faire, c'est un petit peu encore flou. Il y a des études qui sont en cours. Il faut attendre un peu pour y voir un peu plus clair. Alors, le consensus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il faut faire une angioplastie si vous avez un rétrécissement supérieur à 70% sur une grosse artère ou supérieur à 50% pour le tronc commun, quand on a un gros tronc, c'est-à-dire un tronc proximal, ou bien sur un syndrome coronaire aigu, ou bien quand vous avez une lésion très très serrée supérieure à 90%. Le timing, c'est à voir en fonction. Si vous avez par exemple un rack très serré, très symptomatique, peut-être qu'il faudrait commencer par le rack et fixer le problème des coronaires après. Si vous avez des lésions très complexes, euh, peut-être les faire après aussi pour avoir le temps et une hémodynamique stable. Si vous avez un patient très angineux, même si l'angor, c'est difficile, ça peut être lié au rétrécissement aortique, il faudrait peut-être le faire avant. Si on choisit de faire l'angioplastie après, il faut penser au type de valve et souvent il faut essayer de mettre des valves pas très hautes, type ballon expandable. Alors, toujours dans l'accès au coronaire, parce que l'accès au coronaire, ça conditionne aussi pas seulement les angioplasties, mais l'éventuel valve in valve ou TAV in TAV. Donc, vous voyez ici, en fonction du type de la valve qui a été implantée, on a une facilité d'accès au coronaire qui est différente. La meilleure valve pour l'accès au coronaire, c'est la valve sur ballon, parce qu'on arrive tout le temps à cathétériser les coronaires et dans plus de 95% des cas d'une manière sélective, c'est-à-dire qu'on va pouvoir même faire des angioplasties, même si elles sont difficiles. Vous voyez, pour les autres valves, c'est plutôt difficile, parfois même impossible. Et vous voyez les facteurs qui entraînent la difficulté de cathétériser les coronaires. Donc, les valves auto-expandables hautes. Vous avez aussi un sinus pas très large avec un rapport entre la valve et le sinus un petit peu étroit et la hauteur des coronaires qui est basse. Donc, tout ça, c'est à prendre en considération lors du choix de la valve.
Donc, pas toutes les valves sont pareilles, hein. Donc, vous avez vu que les plus hautes, c'est plutôt les volutes et la Navitor. Vous avez la moins haute, c'est la valve enfin, sur ballon. Et l'intermédiaire, c'est la Curate Neo. Vous voyez ici comment on peut atteindre les coronaires, soit par les cellules. Là, c'est les arcs stabilisatrices pour la curette Neo. Pour les volutes, c'est par ces cellules. Les volutes, elles ont des cellules très, très étroites. Donc, c'est un peu plus difficile l'accès. Et parfois, on peut, quand le sinus est un peu large, on peut atteindre les coronaires entre la valve et le mur de l'aorte. Alors, je parlais de l'Evolute. Voici la nouvelle version qui va sortir de l'Evolute. Ils ont pensé au coronaire parce que c'était plutôt un défaut de cette valve. Ils ont mis un grand orifice, beaucoup plus grand que les cellules de l'Evolute. Donc ça va venir pour euh, faciliter l'accès au coronaire. Il y a aussi des techniques d'implantation. Vous avez l'alignement commissural, c'est-à-dire essayer de mettre les piliers dont on a parlé tout à l'heure au niveau des commissures pour laisser un petit peu la place libre aux ostias coronaires. Il y a des techniques d'implantation. En fait, chaque valve a une technique pour aligner les coronaires. Et l'industrie, actuellement, elle est en train d'essayer de faciliter cette technique. Franchement, c'est pas aussi simple. Ça, c'est la Curate Neo. En fait, il faut parfois tourner la valve, chose qui n'est pas franchement simple. On a essayé une fois avec Mourad et c'était vraiment difficile, hein. C'était pour tourner la, la- la valve, on sent une résistance et on a vraiment peur de la tourner davantage. Donc, l'industrie est en train d'essayer d'évoluer en termes d'alignement commissural. Maintenant, dans les challenges aussi, les fuites paraprothétiques, une fuite paraprothétique, ça entraîne une augmentation de la mortalité. Je dis bien la mortalité quand elle est modérée à sévère. Quand elle est légère, ou mild si vous voulez, ou pardon, trace plutôt, euh, ou légère, il n'y a pas d'impact sur la survie. Donc, vous voyez ici les, les- les- les pourcentages de fuite paraprothétique qui sont quand même relativement faibles, mais plus importantes que, bien sûr, que la chirurgie. Alors, pour améliorer les fuites, vous voyez les différentes générations de valves. On n'a pas cessé d'augmenter la hauteur des jupes, hein. Vous voyez, il y a une jupe interne et il y a une jupe externe. Au début, dans Edwards, vous voyez, elle était très courte. Maintenant, puis intermédiaire, puis très haute. Pareil pour la valve Evolute. Donc, toutes les valves actuellement ont des jupes très, très hautes et on arrive quand même à réduire d'une manière importante les fuites paraprothétiques. Il y a aussi, bien sûr, le bon sizing. Si on choisit une valve un petit peu petite, on risque d'avoir une fuite paraprothétique, même si les valves actuelles, elles sont bonnes. Pour avoir un bon sizing, parfois, il faut faire une post-dilatation au risque, au risque hypothétique hein, d'augmenter la fréquence des AVC et surtout le risque de rupture de l'anneau. Alors, dans les challenges toujours, les troubles conductifs. Les troubles conductifs, c'est pas forcément le pacemaker, hein. Si vous avez un bloc de bronche, déjà, c'est un trouble conductif qui impacte le pronostic. Donc, euh, ça augmente même la mortalité, que ce soit le BAV complet ou bien le trouble conductif, un bloc de bronche va augmenter drastiquement la mortalité.
Donc, vous voyez ici que la fréquence de pacemaker est plus importante quand on met des valves auto-expandables, jusqu'à 25% dans l'étude sur ta vie avec la, la Corval et des fréquences plutôt basses avec les valves auto sur ballon qui avoisinent les taux d'implantation de pacemaker en chirurgie. Donc, il y a aussi la technique d'implantation. Maintenant, on implante surtout les valves auto-expandables qui donnent plus de BAV sur des incidences différentes que les incidences tricuspid view. Ça, c'est une tricuspid view, c'est-à-dire on voit les trois cuspes de la valve aortique. Celle-là, c'est la cuspe gauche, la cuspe droite et la cuspe non coronaire. Et ça, on a un certain parallaxe, c'est-à-dire cette vue donne souvent un imparallélisme, si vous voulez, qui fait que on est un petit peu gêné dans l'implantation et on a tendance à implanter beaucoup plus profond. Et avec cette technique de cusp overlap, c'est-à-dire mettre les deux cuspes antérieures ou bien les deux cuspes coronaires sur la droite de l'écran et la cusp non coronaire sur la gauche de l'écran, on arrive à avoir un parallélisme parfait de la valve et on arrive à bien implanter la valve, pas très profonde, et on a réduit avec, comme vous voyez ici, cusp overlap versus cusp view, la fréquence ou le besoin d'implantation de pacemaker. Dans les challenges toujours, les AVC. Les AVC, c'est vraiment complexe. Quand on met des paniers, on trouve un peu de tout, du caillou, de l'athérome, c'est vraiment compliqué pour comprendre vraiment le mécanisme. Il faut savoir que c'est grave, ça c'est clair qu'un AVC est grave. Ce qui est important aussi, c'est même les infarctus cérébraux silencieux sont graves parce que ça s'accompagne d'un déclin cognitif très important à 30 jours. Alors, on a essayé de régler ce problème avec les paniers. Grande étude qui a été publiée dans le New England n'a pas montré de différence significative des AVC, que ce soit les AVC invalidants ou non invalidants. Il y a une réduction numérique des AVC invalidants, mais ce n'est pas significatif. Certains disent que cette étude était underpowered pour les AVC disabling stroke. Donc, peut-être qu'il y a un intérêt, mais il n'est pas malheureusement démontré pour l'instant. Toujours dans les challenges, c'est le coût, hein. Ça, c'est notre grand challenge à nous, le coût et les délais d'attente. Ça, c'est un travail qu'on a fait dans le service. On a eu quand même, durant cette attente, une mortalité de plus de 10% et beaucoup de patients encore qui n'ont pas été implantés, malheureusement. On a regardé un petit peu les patients qui mouraient. Bon, et on n'a pas pu faire une étude multivariée parce que le nombre était quand même assez limité. Mais ce qui était sûr, enfin, ce qui est sorti en monovarié, c'est que les patients très symptomatiques, ce qui est normal, hein, mouraient plus. Les patients à très haut risque qui avaient une tendance, et quand la fraction d'éjection a été moins de 40%, il y avait plus de mortalité pendant cette attente. Un autre challenge qui émerge, hein, au début, on disait pas de TAVI sur les bicuspidies, puis après, on a commencé à en faire et ça paraissait plutôt bien, mais les résultats, on va voir tout à l'heure, sont plutôt
sont plutôt refroidissent un peu. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de bicuspidie. Il n'y a pas une seule bicuspidie. Il y a la type 0, la type 1 avec un seul rafet et la type 2 avec deux rafets. Donc l'étude Notion 2 qui a pris un sous-groupe a montré que dans la bicuspidie, il y a beaucoup d'AVC, hein. C'est un, c'est, c'est un constat un petit peu amer, hein, les grands centres qui font ça euh, reconnaissent aussi qu'ils ont quand même dans la vraie vie, en dehors des études, pas mal de soucis avec la bicuspidie. Est-ce que toutes les bicuspidies sont pareilles? Cette étude montre que les bicuspidies qui sont très calcifiées au niveau des valves et au niveau des rafets sont les plus pourvoyeuses d'AVC. Euh, pour certains, le type 2, c'est plutôt à ne pas faire en ta vie parce que ça donne beaucoup de soucis en termes d'AVC. C'est le cas de, enfin, c'est ce que disait Didier Tchétché la dernière fois dans le dernier congrès, en sachant que Toulouse en font beaucoup de TAVI et beaucoup, ils sont experts dans la bicuspidie. Donc peut-être pas toutes les bicuspidies ne sont pas favorables, mais pour l'instant, il faut savoir que la bicuspidie donne beaucoup de soucis. Pour certains, la type 2 à éviter. Pour d'autres, comme dans cette étude, c'est surtout les calcifications des valves et des rafets. Maintenant, on arrive aux perspectives. C'est surtout la possibilité de faire une TAVR qui va conditionner l'extension des indications chez le sujet jeune. La possibilité de condamner l'accès au coronaire limite la faisabilité de TAVR en TAVR. Parce que si on fait un TAVR, une TAVR, on va plaquer enfin, les cusps de la table numéro un sur le mur de la horte et on risque de sceller le sinus de Valsalva et donc il n'y aura plus de sang qui va arriver au coronaire et bien sûr, le patient va mourir sur table. Donc, vous voyez ici, c'est une étude de simulation qui montre un petit peu la possibilité éventuelle de faire une TAVR en fonction de la première valve implantée. Il est clair que il est impossible de faire une TAVR dans près de 25% des cas en cas de valve sur ballon. Et donc, pratiquement 40% des cas en cas de valve auto-expandable. Alors, il y a des solutions quand on ne peut pas théoriquement faire une valve, c'est basilica, c'est-à-dire dilacérer les valves, enfin, les cusps de la valve TAVI pour que quand on va les plaquer, elles ne vont pas sceller le sinus de Valsalva et on pourra donc faire une valve. C'est une technique un petit peu très agressive, hein. On va on va trouer par du laser les cuspides de la valve, puis on les récupère et puis on dilacère carrément la valve qui est en regard du sinus de la coronaire intéressée, soit une, soit les deux, en fonction de celle qui est la plus menacée, en fonction de sa hauteur aussi. Bon, c'est une méthode agressive puisque sur une série de 30, on a eu quand même 3, 10% 10% d'AVC, donc c'est quand même beaucoup. Alors,
quel est le rôle de l'imagerie actuellement pour nous aider à mieux planifier dans le TAVI, hein, on parle toujours de perspective, donc ça peut nous euh, prédire un petit peu la faisabilité de TAVI in TAVI et le risque d'occlusion coronaire en cas de primo-implantation. Ça, c'est la plaque de tout à l'heure. Peut, on peut faire une simulation sur un patient et on saura si on va avoir besoin de faire une technique basilica ou bien ça va être plutôt favorable de faire le TAV-INTA. Donc ça, c'est un peu de l'imagerie et de l'intelligence artificielle qui va nous aider dans le futur. Ça se fait encore, ça se fait actuellement, mais il n'y a pas vraiment d'études qui a démontré son efficacité, mais ça se fait. Alors ça aussi, une simulation avec de l'intelligence artificielle pour prédire la compression du septum membraneux. Vous savez que c'est la compression par les valves du septum membraneux qui va entraîner les blocs auriculoventriculaires et on peut faire désormais des simulations pour voir chez notre patient si il y a un risque de compression avec telle ou telle valve et éventuellement orienter notre choix de valve pour éviter un éventuel bloc auriculoventriculaire, une implantation éventuelle de pacemaker. Alors, toujours dans les perspectives, il y a eu une étude récente qui a été publiée dans New England et qui a été présentée au TCT. Bon, malheureusement, je n'ai pas l'accès au papier, mais j'ai pu piquer cette diapositive qui montre que chez les patients qui ont un rétrécissement aortique serré, asymptomatique, ils ont randomisé en TAVI versus surveillance, il y a eu moins d'événements chez les patients qui ont bénéficié d'un TAVI avec un nombre de patients nécessaires à traiter de 6 pour éviter un événement en 2 ans, ce qui est quand même intéressant. Donc, probablement, on va assister à une extension encore des indications du bas risque aux patients carrément avec un RAO asymptomatique, probablement dans les prochaines recommandations. Donc, toujours les perspectives, le TAVI a ouvert la voie à plusieurs euh, intervention structurelle. Donc, on peut faire ce qu'on appelle du TMV. On met des valves TAVI sur des dégénérescences de valves mitrales. On peut mettre des valves TAVI sur des dégénérescences de valves tricuspides. Et actuellement, on est en train d'essayer avec des valves dédiées. Hein, il y en a deux, la Jena valve et la G-valve. C'est des valves dédiées pour la régurgitation aortique. Il y a des registres qui ont été publiés, un récemment avec 180 patients, avec une faisabilité qui est très bonne. Le risque, vous savez très bien que les valves, souvent, elles ne sont pas calcifiées et le risque, c'est de voir la prothèse partir et migrer. Donc, c'est pour ça que c'est des valves un petit peu dédiées. Ils ont ils ont rajouté des structures pour l'ancrage, hein, pour que ça tienne. C'est pas comme les valves TAVI qui facilement accrochent aux calcifications du rétrécissement aortique. Donc, l'insuffisance aortique probablement va encore rejoindre les indications, j'espère, dans le futur proche. Donc, en conclusion, je dirais que les indications du TAVR ne cessent de s'élargir. La décision doit se prendre en heart team. Traiter les patients à faible risque sous-entend une plus grande longévité et donc une exigence en termes techniques
plus importante, la possibilité de réaliser un TAVR, une TAVR, c'est ça qui va conditionner le futur du TAVI et des améliorations permanentes en termes de technique d'implantation, de technologie du système de largage, ainsi que la valve elle-même permettront d'améliorer encore les résultats. Et je vous remercie. Merci, Omar, pour ce tour d'horizon très intéressant et cette mise au point qui est très riche. Donc, on ouvre nous avons à peu près un quart d'heure pour s'il y a des questions, des commentaires. Je vous demanderai de lever la main. Je commencerai par une question. Rassure-moi, les indications de l'angioplastie, il n'y a pas de choix spécifique au TAVI, donc c'est les mêmes que dans le syndrome coronaire chronique. Oui, Mais elles sont plus larges, c'est plus large, les indications. non, les indications, elles ne sont pas plus larges. Donc, on fait une choro systématique. Les recommandations, enfin, les experts disent il faut stenter les troncs proximaux s'il y a une sténose de plus de 70%, ou bien 50% pour le tronc, ou bien si vous avez une lésion distale, mais très serrée, supérieure à 90%. Ça reste un avis Non, d'experts. Ils le disent. Niveau d'évidence, c'est. non, je Vous veux dire, voyez c'est que les mêmes, les... il n'y a pas que le tronc. Il y a la tritronculaire, bitron avec sténocéré de l'IVA, Non, ostiale. ils disent un tronc proximal supérieur à 70%, ou bien le tronc commun quand il est supérieur à 50%. Si j'ai une IVA ostiale chez un Supérieur à tritronculaire, 70%, il faut la faire. il faut la faire. C'est-à-dire, c'est les mêmes Il faut la faire. indications, Il faut la faire. c'est les mêmes indications que le syndrome coronaire chronique, disons. Les mêmes Pratiquement, pratiquement. c'est les mêmes, Il n'y mais a pas de spécificité. ouais, ouais. Quand on voit les études, c'est discordant, hein. Il n'y a pas vraiment de preuves que ça marche, qu'il faut faire. Le seul inconvénient, c'est qu'on ne peut pas faire l'étude fonctionnelle, la FFR, on ne peut pas prendre le gradient de pression, puisqu'il y a une sténose Exactement, aortique. exactement. C'est pour ça que c'est plutôt peut-être intéressant de faire l'angioplastie après le TAVI. C'est la tendance actuelle, hein. Il y a des centres en France, par exemple, qui font pas vraiment d'angioplastie avant, hein. Ils font plutôt après. Voilà. Une question? Non, non, non. C'est du choix. Là-bas, vous avez des questions, des commentaires? Nos amis qui étaient aux États-Unis, là, euh, la joueuse SIC, y a-t-il du nouveau? Pas de questions, pas de commentaires? Juste, Tu je lèves, parle tu lèves la main, tu lèves la main pour parler. de Allez, la- vas-y, vas-y. Vas-y. Ah, ah. Non, rapidement, juste, merci Ed Mourtab pour la présentation. C'était complet. Juste pour la dernière étude concernant les patients qui ont une sténose aortique serrée asymptomatique, vraiment, je pense que c'était le début d'une autre ère pour le TAVI parce que vraiment, lors de la présentation de l'étude, il y a eu beaucoup d'applaudissements et même des acclamations, hein. Ce n'était pas comme les autres études. Donc, c'était un peu, comment dire, euh, spectaculaire que que le TAVI serait indiqué chez les patients qui ont une sténose aortique serrée asymptomatique, vu le bénéfice qu'on a remarqué. Donc, vraiment, c'était des critères composites, mais il y avait un bénéfice à traiter les patients asymptomatiques à faible risque, bien sûr, par rapport au traitement médical seul. Sur- Ouais, effectivement. Après, il y avait une étude, j'en ai pas parlé. Il y avait une étude qui était négative. C'était une LOAD, je pense, une LOAD TAV. C'était pour les patients qui avaient un rétrécissement aortique modéré avec dysfonction VG.
Ils ont mis des tavis sur Avec des fibrose, rames avec modérées. les rèmes, une fibrose. Non, non, c'est pas, non, non, c'était pas ça, ça. C'est pas les patients asymptomatiques avec fibrose. C'était des patients en insuffisance cardiaque avec dysfonction ventriculaire gauche et RAC modéré. Ils ont mis des TAVI, mais ça n'a pas marché, hein. Donc, à la première année, il y avait une amélioration des réhospitalisations, mais après, les courbes se rejoignaient après la première année. Donc, c'était plutôt une déception pour le TAVI, mais bon, c'était vraiment très challenging hein, de viser sur ça. Vas-y. Rizqi, tu as levé la main, Rizqi. Oui, oui, Salam. Bon, c'était une excellente présentation avec Saha. Juste pour parler du bilan pré-TAVI. Bilan Mhm. pré-TAVI, c'est-à-dire, il faut est-ce que la question, est-ce que c'est le même que la valve biologique chirurgicale ou pas? Ce qui implique, c'est que il faudrait faire des soins dentaires, recherche de, de, de- de bactéries dans les cellules, etc. Tout ce qui est comme risque infectieux préopératoire chirurgical doit être appliqué sur la préparation du tarif. Donc, chose que, bon, je pense pas qu'on le fait, mais juste pour insister sur le fait qu'il faudrait euh, préparer le patient au risque infectieux qu'il pourrait y avoir, comme pour la valve biologique chirurgicale. C'est vrai que ça se fait pas, hein, même à l'étranger, ça se fait pas, même en France, enfin, du moins en France, ils sont pas euh, très, euh, très regardants par rapport à ça. Certes, ils font un peu d'antibioprophylaxie lors de l'implantation, mais pas plus que ça. Franchement, je pense que je sais pas quoi en penser, mais quand on regarde les pratiques d'ailleurs aussi, même s'ils sont plus cadrés que nous, ils le font pas non plus. Donc, Et je pense que si on veut un peu uniformiser les pratiques, chez nous du moins, ça serait bien de faire ça, que c'est pas très difficile à faire, et au moins peut-être ça va éviter des endocardite par la suite. Mais je crois que question de bon sens, c'est le même, hein, je pense, la même préparation pour une valve biologique chirurgicale qu'une valve biologique vie, je sais pas pour les études, mais on pourrait faire ça chez nous. Wallah, ouais. je sais pas parce que pour la chirurgie, franchement, ils sont quand même assez pointueux. Ils font les prélèvements nasaux. Et s'il y a un staff, ils mettent un traitement avant. Donc, c'est chose que j'ai pas vu faire en ta vie. Donc, bon, je sais pas si on est un peu laxiste en tant qu'interventionnel par rapport aux chirurgiens. Je sais pas. Monsieur Qara veut parler. تفضل Monsieur Qara. Vas-y, Muammar, vas-y, vas-y. نستناو Parle. لاكور. Vas-y, vas-y, vas-y. Merci Steph pour cette présentation. Moi, c'est juste une question moi, par rapport au sujet jeune, avec l'extension des indications et apparemment ça va devenir pour le sujet jeune une histoire de valve, une valve, une valve, une valve. Euh, pour toi, quelle est la meilleure valve ou bien la meilleure prothèse si tu as le choix entre toutes les prothèses pour débuter cette histoire, comme première prothèse à implanter? Si tu avais le choix entre toutes les prothèses, la première prothèse avec laquelle on pourrait commencer cette histoire, c'est la meilleure prothèse. Est-ce que tu as une idée sur ça? C'est clair que pour faire un Tavre-in-Tavre, c'est la valve la plus permissive. Ça, C'est bien. les valves qui sont pas très hautes. C'est les ballons expandables. Après, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Ça, c'est une autre histoire. Parce que quand tu mets, par exemple, si tu fais un ballon expandable dans ballon expandable, tu risques d'avoir du mismatch parce que tu vas avoir trois couches
sur le même, enfin, au niveau de l'anneau. Alors que si tu mets un valve, une valve, TAVR, une TAVR, la première, par exemple, ballon expandable, et la deuxième, une auto-expandable, tu vas voir, tu peux éviter éventuellement le mismatch. Mais celle qui permet le plus le TAVR, une TAVR, c'est clair que c'est les valves sur balle. Après, chaque valve a ses avantages et ses inconvénients. Si tu as par exemple un LVOT très calcifié, ben, c'est risqué de mettre une valve sur ballon. Si tu as par exemple un petit anneau, si tu mets une valve sur ballon, tu risques d'avoir du mismatch. Donc, mais c'est vrai que chez le sujet jeune, la valve sur balance est dans, dans la vision d'un TAVR, une TAVR, c'est la valve sur balance. Utilisateur Zoom, c'est مشهور هذا. Utilisateur Zoom, Pardon? de la même façon. Là. Il y a quelqu'un qui a demandé, l'utilisateur Zoom, de Zoom, voilà, c'est qui? Utilisateur de Zoom. Donc, c'est un anonyme. Il a levé la main, il a baissé. Et Monsieur là, utilisateur de Zoom, il a baissé la euh, main, il a levé la main. Tu veux intervenir? Je ne sais pas qui c'est. Hein, je ne sais utilisateur pas. de Zoom. Y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires? Les échographistes, Amal, tu as un mot à dire. Que demande celui qui fait le tavis de l'échographiste? Hein, quelles sont les données importantes? De faire le Avant, diagnostic surtout. eh ben bon, mais après, est-ce qu'il calcule ou bien tout se fait avec l'angioscan? Ah oui, Vous pour le sizing, ne c'est prenez pas en l'angioscan. considération. Ah non, non, pas du Bon, tout, parce que le sizing, c'est le scanner. Il ça, faut être vraiment à l'anneau et ça, c'est quasiment, de, c'est quasiment très peut-être- difficile. Même en ETO, on n'arrive pas à être aussi bon que, que le scanner. Et le scanner, en plus, donne d'autres informations sur la calcification du LVOT, la hauteur des coronaires, les accès. Enfin, Et c'est, pendant la c'est- procédure, est-ce que l'écho, voilà, mis à part de ponctionner l'artère, Bon, la ponction éco-guidée, elle est actuellement quasiment systématique dans tous les centres qui se respectent. euh, euh, C'est un must. Il faut qu'on s'y mette euh, parce que ça a démontré que ça réduit les, c'est très simple, hein, c'est très simple. Hein. pardon? C'est très simple, c'est pas compliqué. Ah oui, c'est très simple et ça diminue les complications vasculaires. Utilisateur de Après, Zoom. l'écho, bien sûr, c'est la fuite bon, même la fuite paraprothétique, on a quand même l'angiographie, donc ça, c'est. Allez, monsieur l'utilisateur de Zoom, vas-y. Alors, Désolé, c'est moi, c'est Docteur Azaza. Azaza, علاش- يا أخي، Je ne sais pas parce que je suis en train. utilisateur de Zoom. Bah, Allez, je ne sais vas-y. pas, j'ai essayé avec mon PC, j'ai pas pu, donc là, je suis Allez, avec le vas-y, téléphone. vas-y, vas-y, Alors, Adel. merci professeur Eric Mourtar, bien sûr, pour cette excellente présentation. Et vous avez détaillé un peu, vous avez parlé un peu de tout. J'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez sur la différence du TAVI chez la femme ou le TAVI chez la femme? Est-ce qu'il y a une supériorité du TAVI chez la femme par rapport à la chirurgie? Et si on compare aussi le TAVI chez la femme et chez les hommes. Je ne sais pas si vous avez lu déjà, il y a une dernière étude qui a été publiée cette année, l'étude du REA, qui a Ouais. comparé, qui a comparé le TAVI, qui a randomisé que des femmes. Ils ont comparé TAVI versus chirurgie chez la femme. Ouais.
Alors, le rationnel de cette étude, c'était que les femmes étaient relativement peu représentées dans les études randomisées. Donc, il fallait un petit peu des datas un peu spécifiques aux femmes. Donc, cette étude a montré que le TAVI est- a de bons résultats chez la femme par rapport à la chirurgie. Sur cette étude, bon, le suivi, c'est une année seulement et je pense qu'ils n'ont pas prévu un suivi plus long. Bon, une année, c'est un petit peu court, mais c'est une étude qui a démontré que le TAVI est intéressant chez la femme. Alors, les particularités de la femme, peut-être que des anneaux un peu plus petits, mais dans cette étude, les anneaux n'étaient pas forcément aussi petits qu'on l'attendait. Donc, un petit anneau, enfin, quand on met une valve chirurgicale de moins de 23, c'est un petit anneau. Euh, Actuellement, les centres de chirurgie qui se respectent, ils mettent pas de valve de moins de 23 parce qu'ils disent que les techniques d'élargissement de l'anneau sont complexes et il y a beaucoup de mismatch quand on met des valves de 21 ou des valves de 19. Donc, dans certains centres, c'est banni de mettre une valve de 21 ou de 19. Mais ce n'était pas ça vraiment. Dans cette étude, il n'y avait pas vraiment de petits anneaux, chose qui peut être un petit peu particulier, enfin, qui devrait être, du moins sur le plan théorique, plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Mais cette étude a le mérite de montrer que le TAVI marche aussi bien chez la femme, parce que dans les grandes études, il y avait pas, les femmes étaient un petit peu sous-représentées. Bon, très bien. Il est 20h03. Donc, merci Omar pour cet excellent exposé qui nous a un petit peu simplifié les choses. Donc, on se donne rendez-vous le jeudi 14, donc 10 jours, où une experte en ambulance cardiaque, le docteur Sylvia Ojida, va nous parler un petit peu de l'amylose cardiaque, qui est une question d'actualité. D'ailleurs, nous avons eu une malade cette fois-ci, au service.